Avant la route de l'Alsace, eh bien, on va parler de vos ressources, sujet que vous évoquerez sûrement encore dans un an, mais c'est important de parler de vos moyens, bien sûr, et puis du dialogue avec l'État. Et on va le faire immédiatement, et j'appelle les présidents de conseils départementaux qui vont participer à cette table ronde à me rejoindre, s'il vous plaît. Madame Christine Tecky, vous êtes la présidente de l'Ariège. Madame Tecky, je vous en prie. Bruno Faure, le président du Cantal. Christian Poiret, le président du Nord. Nicolas Fricotto, le président de l'Aisne, et Jean-Luc Chenu, le président d'Ille-et-Vilaine. Madame, messieurs les présidents, je vous en prie, prenez place. Et donc, votre invité d'honneur de cette table ronde, c'est le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Chenu, monsieur le ministre. Christophe Béchu, avec mes excuses, Christophe Béchu. Vous voyez, je me suis occupé du plan de table et j'ai fourché sur votre nom. Vous m'aurez pardonné. Je vous en prie, Christophe Béchu. Merci infiniment de nous rejoindre. Alors, monsieur le ministre, hier, certains de vos collègues sont intervenus, et auparavant, au début de chaque table ronde, un expert extérieur, un observateur de la vie économique, sociale, du changement climatique aussi, est intervenu pour nous donner un élément de cadrage un peu différent, pour penser un petit peu différemment. Et là, ce matin, il est en ligne avec nous, c'est Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas, vous êtes avec nous, on vous connaît, je rappelle que vous êtes économiste, économiste au cabinet Asterès, que vous dirigez, et éditorialiste à l'Express. Alors, peut-être... on a évolué dans la décentralisation, c'est un sujet que les présidents de conseils départementaux qui leur tient à cœur évidemment. Il y a cette dimension des moyens, du financement de l'activité des départements, des services qu'ils rendent aux Français. Comment vous analysez aujourd'hui le stade où on en est de la décentralisation aujourd'hui et sur cette question des moyens ? Ben, je pense que c'est un stade qui n'est pas très avancé. Il y a même une forme de régression en réalité en matière de décentralisation, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'État demande aux collectivités locales, en règle générale d'ailleurs, hein, pas seulement aux départements, mais de faire toujours plus de choses, décide un certain nombre de choses pour les collectivités locales, alors même que les départements, notamment, sont de plus en plus limités, ont de moins en moins d'autonomie en matière de ressources. Et c'est vraiment très problématique aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte de hausse des coûts pour les collectivités locales. Donc, je ne reviens pas là-dessus, tout le monde connaît ça par cœur, hein, mais la hausse des coûts de l'énergie, bien évidemment, un certain nombre d'investissements qui sont à réaliser, notamment dans le cadre de la transition énergétique, le coût des marchés publics qui va augmenter. Il ne faut pas oublier que le secteur des travaux publics aujourd'hui, c'est l'un des plus inflationnistes parce que le coût des matières augmente, les salaires augmentent aussi, ce qui est tout à fait normal. Le point d'indice qui a été augmenté pour les fonctionnaires, alors c'est formidable, hein, au 1er juillet, il fallait le faire évidemment, mais enfin c'est quand même l'État qui décide des salaires des collectivités locales, enfin, en tout cas de la dynamique salariale. Donc vous voyez qu'on a des coûts qui augmentent fortement, alors même que l'autonomie des ressources a tendance à diminuer. Et que nos concitoyens ne sont pas nécessairement conscients, je ne leur en jette pas la pierre, hein, parce que c'est objectivement assez complexe dans notre pays, hein, la complexité fait partie du charme de la France, mais nos concitoyens ne sont pas nécessairement conscients de tout ce que les départements et de tout ce que les collectivités locales en règle générale doivent faire. Donc, vous voyez, alors je suis désolé, hein, je ne veux pas glacer l'ambiance au début de cette table ronde qui a l'air absolument formidable, mais voilà, je trouve que c'est quand même un peu inquiétant, et enfin, si ce n'est inquiétant, en tout cas, qu'un pays mature comme le nôtre, qui en plus souffre d'une crise démocratique, hein, là aussi je ne reviens pas là-dessus, tout le monde a bien conscience de ça, il suffit de regarder l'abstention aux élections, et donc un pays pour lequel la gouvernance des politiques publiques est absolument fondamentale. Voilà, je m'inquiète un peu de cette stagnation, voire de ce recul de la décentralisation, parce que je pense que nos concitoyens attendent des politiques publiques qui soient réalisées au plus près d'eux, et donc ça, il faut s'en donner les moyens, ça ne va pas se faire tout seul.
Mais c'est au cœur des préoccupations des présidents de conseils départementaux, de leurs équipes, c'est comment retrouver des marges pour pouvoir investir sans capacité fiscale aujourd'hui. C'est un sujet évidemment très présent. Le ministre entend votre interpellation. Mais alors du coup, votre vision à vous, économiste, de solutions possibles dans une contrainte qui aussi est nationale. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion, et même un peu plus qu'une réflexion, sur la façon dont on reprend cette décentralisation. Il y a beaucoup de travaux, d'ailleurs, hein, je trouve extrêmement stimulants, qui sont publiés, alors pas tant par les économistes, mais notamment par les juristes, sur cette question. Moi, il me semble qu'il y a des notions qui sont très, très intéressantes. La subsidiarité inversée, par exemple, c'est-à-dire le fait de permettre à des collectivités locales d'expérimenter. Regardez, on parle des départements. Les départements sont évidemment très présents dans le domaine des politiques sociales. On a eu, le président de la République avait proposé pendant la campagne présidentielle de conditionner l'accès au RSA à une forme de travail. Bon. Alors, à titre personnel, ce n'est pas du tout la question que vous me posez, mais j'y suis très favorable. Je pense que c'est une bonne idée. Mais très clairement, on voit bien que si on a un dispositif pensé d'en haut, applicable de la même façon par tous les départements, ça va créer des crispations dans un pays qui, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais en ce moment, on n'en a pas véritablement besoin. On a déjà ce qu'il nous faut par ailleurs. Et donc, on voit bien que ce type de... Donc, l'idée, on peut parfaitement y adhérer. Je dis, moi, à titre personnel, j'y adhère. Mais la conception concrète doit venir des départements. Enfin, c'est quand même aux départements Ce sont eux qui doivent impulser des politiques sociales et pas seulement d'exécuter. Il faut quand même sortir de la vision dans laquelle les collectivités locales sont des sous-traitants de l'État. Ce qui est, pardon de le dire un peu brutalement, mais ce qui est un peu le cas. Je ne sais pas si vous entendez, mais la salle réagit favorablement à cette remarque. Sous-traitant. Les présidents disaient hier souvent les services finalement déconcentrés, simplement un service de l'État. Est-ce que c'est ça ou finalement notre vocation ? On dit toujours, on parle des compétences. On dit ah mais on va donner telle ou telle compétence. Mais en fait ça n'a pas de sens si vous voulez, parce que il n'y a pas véritablement de possibilité de prise d'initiative de la part des collectivités locales. Si je dis à mon épouse écoute, j'ai pensé à te donner une compétence, tu vas faire la cuisine tous les jours, je pense pas qu'elle va penser que c'est quelque chose de bon, et elle aura bien évidemment raison. Vous voyez, oui. Donc c'est cette logique qui n'est pas la bonne. Oui, je vous rassure, l'épouse de Nicolas Bouzou, mesdames et messieurs, ne fait pas que la cuisine. Au contraire, c'est une intellectuelle comme lui aussi. Donc voilà, c'était une formule. Il ne faut pas qu'on se trompe sur sa façon d'intervenir. Ah ben oui, exactement, au contraire. C'était par l'absurde. Pour conclure, Nicolas, si vous vouliez qu'on retienne une idée essentielle de votre analyse ce matin, qu'est-ce que vous diriez à la fois aux ministres et aux présidents de collectivités territoriales qui sont ici ? Moi, je pense qu'on a une opportunité historique extraordinaire pour être imaginatif en matière de décentralisation, notamment dans le domaine des politiques sociales qui ne peuvent pas être dissociées des politiques économiques et des politiques de transition écologique. Il faut avancer d'un bloc. Nos concitoyens sont en attente de ça. On a des contraintes financières aujourd'hui. Les présidents de département le savent mieux que personne. On a des contraintes extrêmement fortes sur les ressources. Donc, je trouve qu'on a une fenêtre d'opportunité intellectuelle et politique aussi pour essayer, voilà, de décoincer, de décontracter un petit peu la France. Merci de cette intervention et de votre analyse. On peut saluer Nicolas Bouzou, si vous permettez. Alors, voilà une interpellation. Je vais démarrer par le Christian Poirel, président du Nord. Président, en un mot, l'enjeu de cette table ronde et l'interpellation peut-être de département de France au ministre Béchu. En un mot, ça va être difficile. Il va me falloir un tout petit peu plus. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, alors la table ronde, c'est mieux agir au service des Français. Moi, je dirais, c'est mieux agir ensemble avec l'État au service des Français. Je pense que c'est la priorité. On doit travailler ensemble, mais, monsieur le ministre, on doit travailler dans la confiance. La confiance. Vous êtes élu local, vous savez bien ce que c'est. On doit travailler dans la confiance. Les présidents de département qui sont là sont responsables. On sait prendre nos décisions, on sait prendre nos responsabilités. Alors,
une idée reçue aujourd'hui. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas riches. Ce n'est pas parce que les DMTO ont augmenté une année qu'elles baissent l'année suivante et qu'on sait très bien qu'elles vont baisser dans les années à venir que nous sommes riches. Il faudra enlever ça, si vous voulez bien, de Bercy surtout. Pas de vous, monsieur le ministre, mais au niveau de Bercy, je pense que c'est important. Alors, on a besoin de marge de manœuvre. Alors, tout à l'heure, Nicolas Bouzou nous disait pour faire des investissements. Moi, je ne dirais pas pour faire des investissements. Je dirais pour être près des Français. Près des Français, la population, le vieillissement de la population. Pour les personnes porteurs de handicap. Pour aider les personnes qui sont allocataires du RSA, y mettre les moyens. Et vous savez que dans le Nord, on y met beaucoup de moyens pour qu'ils repartent à l'emploi. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, mon souhait, allez, je vais faire en 3 mots, en 2 mots même. Faisons équipe. Alors, monsieur le ministre, peut-être que déjà là, votre présence ce matin est déjà un signe, ici, dans le congrès de ces collectivités. J'ai en mémoire le discours de politique générale de la Première ministre, nouveau dialogue avec les élus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis très heureux d'être là. Parce qu'un certain nombre d'entre vous l'ignorent, et je le comprends, parce que vous êtes nettement moins ancien que je ne le suis dans ces responsabilités. J'ai été pendant 10 ans président de département. Et j'observe que d'ailleurs, de ceux de ma génération, il n'en reste pas beaucoup, c'est-à-dire de ceux qui ont été élus en 2004 président de département. Vous comprendrez aussi que je sois très heureux d'être là pour avoir le plaisir de retrouver Florence Dabin, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, que je suis très heureux de voir et qui doit être la vice-benjamine de votre assemblée, si je ne me trompe pas, ou la benjamine tout court. Ah, c'est les Deux-Sèvres maintenant. J'ai dit la vice-benjamine. Très habile bon. pour ne pas parler du sujet. Pardon. Oh, rassurez-vous. Rassurez-vous. Je vais prendre votre compliment comme le fait que quand on est président de département ou quand on l'a été, on peut avoir une forme d'habileté dans la manière de présenter les choses. Mais je vais précisément répondre. Mais pourquoi je voulais dire ça? Pour cette raison. Je suis ministre depuis 100 jours. J'ai été pendant 10 ans président de département, pendant 10 ans de président de métropole. Et il y a donc un certain nombre de choses. Un, que je ne découvre pas aujourd'hui. Et deux, de lignes sur lesquelles je n'ai pas radicalement changé en l'espace de 15 secondes parce que mon nom s'est retrouvé au journal officiel. D'abord, je n'ai jamais considéré qu'une collectivité était riche. C'est un mot qui n'a jamais été dans ma bouche pour plein de raisons. La première, c'est que la collectivité, elle est au service de politiques publiques. Donc si à un moment vous avez des moyens, c'est une chance pour les politiques dont vous avez la responsabilité. La deuxième, c'est qu'on a tendance, en particulier quand on fait du pilotage budgétaire, à utiliser des outils qui sont systématiquement en retard sur la réalité. Le rapport de la Cour des comptes, qui explique que les collectivités sont dans une situation géniale, que la capacité d'épargne, notamment des départements d'épargne brute, a augmenté de 70% en 2021 par rapport à 2020, que la capacité de désendettement est passée de 4,1 années à 2,8, elle est tout à fait juste, mais c'est une photo. C'est la photo au 1er janvier. Et tout le monde sait, quand on a géré une collectivité, que le compte administratif, c'est bien, mais que ça ne préjuge rien du film qu'on vit, et que le film, en 2022, c'est l'explosion des prix de l'énergie, c'est un bon début d'année au titre des DMTO, mais qui s'est calmé à partir du 2e trimestre de manière plus ou moins variable en fonction des territoires, et qui, sous l'effet des taux d'intérêt, va continuer à diminuer. C'est des interrogations sur l'évolution de la courbe du RSA. La bonne nouvelle qui explique aussi ces chiffres de 2021, c'est une augmentation très forte des DMTO, plus de 27%, 102 départements de France qui ont constaté une hausse. C'est des dépenses sociales qui, grâce à la baisse du RSA, se sont plutôt tenues, parce que comme le RSA pèse 10 milliards, malgré le dynamisme réel de la PCH et la pente en pourcentage préoccupante quand on voit ce que ça représente si on poursuit sur des taux à plus 5, plus 6%. Bon, mais tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, ça n'est plus la situation dans laquelle nous sommes. On est aujourd'hui dans une situation où le dynamisme des recettes,
il n'est plus à la minute où on se parle comparable à ce qu'il y avait au début d'année. Et il y a des interrogations sur ce que cette situation sociale et géopolitique va entraîner par rapport à la courbe du RSA. Et quand vous avez 10 milliards de dépenses sociales dont vous ne pilotez ni le taux ni la base, forcément, ça donne quelques sueurs froides sur la vitesse à laquelle un certain nombre d'indicateurs peuvent se dégrader. Donc, cette réalité-là, je la connais. Il y a une chose à laquelle je suis très attaché, c'est précisément faire équipe. Et faire équipe, ça veut dire se dire la vérité. Et être dans un dialogue de confiance, dans laquelle, quand ça va bien, on ne dit pas « ça va bien, mais c'est sûr que ça va aller mal après », et dans laquelle, quand ça va mal, on ne noircit pas le tableau pour essayer de trouver des solutions, parce qu'à la fin, ce que je sais, c'est qu'un patron d'exécutif, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas toujours dire oui. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas se comporter avec l'État comme il n'a pas envie que les associations se comportent avec lui. C'est-à-dire en laissant penser que c'est toujours à l'étage du dessus qu'il y a toutes les solutions. Précisément parce que vous êtes responsable, précisément parce que vous êtes attaché à un discours de vérité et de responsabilité. Le sujet, c'est comment, avec des contraintes que vous avez, que nous avons, et qui à la fin sont finalement celles de notre pays et de nos concitoyens, on est capable d'avancer. Et ça porte un nom de méthode. Et je termine là-dessus. Cette méthode, vous vous êtes trompé sur mon nom, j'ai gagné un joker pour m'exprimer quelques secondes de plus. Et ça n'épuisera pas le ressentiment que j'ai à votre égard. Je vous le dis tout de suite. La méthode, c'est quoi? C'est précisément de commencer par ne pas imposer les sujets dont on discute sans faire en sorte de co-construire cet agenda territorial. Quand, début juillet, j'ai reçu François Sauvadet, qu'en début septembre, j'ai pris un temps avec d'autres présidents de département, la proposition qui a été sur la table, c'est de dire il y a plein de sujets sur lesquels, en termes de décentralisation, en termes de partage de compétences, en termes de clarification, il faut certainement qu'on aille plus loin. Mais ce n'est pas l'État qui va les lister. Faites-nous monter la liste des sujets sur lesquels vous considérez qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, parfois Bercy, parfois le ministère de la Cohésion des Territoires ou le logement, le transport, les solidarités. Et on se fixe une méthode pour ne pas en discuter sur un coin de table. Il peut y avoir des sujets institutionnels. Ça, c'est l'agenda territorial. Et cet agenda territorial, ça va consister, dans l'ordre, précisément à avoir un dialogue d'autant plus franc que ce ne sera pas que les sujets dont l'État pense qu'il est souhaitable de discuter. La décentralisation, si c'est une décentralisation sans moyens, c'est un jeu de dupes. Donc on ne peut pas dire que plus on décentralise, mieux c'est. Parce que pour reprendre une partie de ces exemples, ou même de ce qui m'est arrivé de vivre pendant la décennie où j'étais en responsabilité, le sujet c'est qu'on discute des compétences et des moyens en même temps. Et de ce point de vue, le discours de politique générale de la Première ministre, c'est confiance au territoire, disponibilité pour discuter, et la déclinaison, c'est un agenda territorial qui fait que, strate par strate, on se met autour d'une table d'une manière loyale et confiante. C'est exactement ma feuille de route. Alors, merci. Les sujets, les présidents vont s'en emparer et vous présenter ces sujets avant de revenir sur la méthode et les solutions le cas échéant. Deux exemples, l'Aisne, l'Ariège, président Fricoteau, je vous en prie. Alors, la façon dont vous considérez les sujets qu'il faut traiter, par exemple. Oui, Monsieur le ministre, le thème de cette table ronde, c'est mieux agir au service des Français. Donc, malgré tout, on ne se la pose pas tous de la même façon, cette question. Donc, il y a une partie, une fraction des départements qui se posent tout simplement est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à agir, tout simplement? Et on est quelques-uns à se poser la question dès 2023, 2024 ou 2025. C'est le cas, par exemple, du département des Ardennes, de l'Aisne, de la Creuse, de la Seine-Saint-Denis, de l'Aude. Et ces départements ont des indicateurs de ressources, des indicateurs de charges qui sont véritablement très dégradés et qui donnent bien sûr derrière des indicateurs financiers largement dégradés également. Alors, je ne vais pas les développer, même si vous avez donné des chiffres. Sur les droits de mutation, par exemple, en ce qui concerne les ressources, on est sur des moyennes de 246 € par habitant quand ces départements sont à 100, notamment pour les plus ruraux, et quand d'autres départements sont à plus de 600. Donc, vous voyez le décalage. Et dans le même temps, vous avez des restes à charge sur les AIS qui, en moyenne, sont de 140 €, et ces départements sont plutôt, pour la Seine-Saint-Denis, à 220,
l'Aisne ou les Ardennes à 140 et pour certains, ils sont qu'à 50 et ce sont ceux-là même qui ont les meilleures ressources. Donc vous avez ces départements qui se posent la question de pouvoir continuer à agir. Il y a ensuite la grande majorité des départements qui se demandent comment mieux agir dans le temps et qui se posent des questions finalement sur la pérennité de leurs ressources et la difficulté à laquelle ils devront faire face. Et puis vous avez quand même une frange, parce qu'on ne peut pas dire que les départements sont riches, mais néanmoins les situations sont pour le moins contrastées. Il y a une fraction quand même des départements qui ne se posent même pas la question en réalité et qui de toute façon agit mieux depuis longtemps et pourrait continuer à agir mieux encore longtemps. Et d'ailleurs ces départements, pour certains, on ne les voit pas très souvent dans nos assemblées et je n'ai pas l'impression qu'ils soient là pour certains. Donc s'ils se posaient cette question, c'est finalement interroger, et c'est ce que disait tout à l'heure l'intervenant, M. Bouzou, mais c'est ce que vous venez de dire également, c'est comment on pose les questions de la décentralisation, parce que la décentralisation telle qu'on l'a vécue, moi en tout cas telle que je la ressens depuis 40 ans, je considère que c'est une décentralisation ultralibérale, à la limite brutale, et qui a mis les départements, ou en tout cas les territoires les plus en difficulté, en déprise économique, dans la difficulté et devant un mur. Et c'est ce qui, finalement, a fait que ces territoires qui se sentent les oubliés de la République, mais aujourd'hui se tournent vers, finalement, des extrêmes lorsque nous allons procéder aux votes nationaux. Président Fricoteaux, juste les pistes de ce que vous imaginez, envisagez pour réguler cette décentralisation que vous jugez trop libérale. Moi, je poserai 3 questions, hein, Monsieur le Ministre. Hein. Donc, il y a finalement une question... La décentralisation, il y a une dernière étape à laquelle on doit faire face, qui est la différenciation. Et là, c'est une vraie question, parce que la différenciation... Entre les riches et les pauvres, dans la façon dont l'État intervient. La différenciation de la loi 3DS. Oui, alors effectivement, c'est comment l'État pourrait intervenir. C'est ça. La différenciation, est-ce que ça va être, Monsieur le Ministre, finalement, un accélérateur d'inégalité territoriale, au fond? Vous voyez, avec le transfert des routes nationales, c'est simple, et ça illustre très bien, finalement, avec une image parfaitement adaptée. Vous allez avoir les départements qui prennent les routes nationales parce qu'ils considèrent qu'ils feront mieux que l'État, et donc d'ici peu, on roulera à 110. Et puis, il y a ceux qui ne pourront pas reprendre et qui ne se posent même pas la question, et sur lesquels on continuera de rouler à 80. Donc, est-ce que l'État va intervenir davantage sur ces territoires? Est-ce que la différenciation, au fond, c'est le moyen pour l'État d'intervenir plus, et notamment sur les infrastructures, sur ces départements qui sont en difficulté? Ça, c'est la première question. Une question... là à laquelle on va devoir faire face dans des délais brefs, c'est pour 2023-2024, quels moyens on pourrait avoir pour les 15-20 départements qui sont les plus en difficulté? Et là, ce sont des fonds de solidarité ou tous les moyens qui pourraient être développés pour régler les problèmes, finalement, pour pouvoir faire face rapidement à toutes nos difficultés. Et la troisième question, qui est plus large, c'est quelle décentralisation on veut? Et donc, est-ce que finalement, demain, c'est le grand soir avec la grande loi de décentralisation, on remet tout à plat et en fonction des compétences, on attribue les moyens qui vont avec? Et donc, quel panier de ressources quel panier de ressources, bien sûr, au regard des compétences qui seraient transférées. Alors, l'Ariège, confiance restaurée, quel sujet aussi, vous voulez traiter avec le ministre et dans la méthode et dans les propositions? Monsieur le ministre, je vais rebondir sur vos propos. Hein. Vous avez évoqué une méthode renouvelée, de ne pas imposer. Je voudrais dire, dans cette question d'agir pour les citoyens, il y a la première question, c'est de restaurer la confiance. Et quand on parle de restaurer, c'est qu'on est dans une situation ou un contexte où la confiance n'est pas là. Elle a été détériorée, un peu abîmée, je dirais. Hein. Alors... parce qu'il y a un contexte, je dirais, particulier. Le premier contexte, je voudrais dire, c'est de considérer que les départements, les collectivités n'ont pas besoin d'être infantilisés. Infantilisés par quoi? Par un contrat de Cahors qui, à un moment donné, justement, leur a imposé la façon d'organiser leur budget, comme si, vous qui avez été président de département, hein, je le sais, hein, comme si on n'était pas en capacité d'être adulte et mature pour conduire nos dépenses de fonctionnement. Donc moi, je vois là déjà un premier point sur lequel l'État a imposé une façon de poser une trajectoire pendant 3 ans, où les préfets ont repris la main quand même. Chacun d'entre nous, on a reçu une lettre des préfets. Et je crois que ça a donné le ton aussi de la défiance de l'État vis-à-vis des collectivités. Parce que quand on fait ça, c'est qu'on s'est mis là-dedans. Plus des sujets, je dirais, sur le contexte de la défiance. Et là, c'est peut-être dans le sens inverse.
quand les départements, de façon générale, du fait d'annonces du gouvernement à Paris qui se sont imposées en département, parce que c'est ça, c'est la prime Covid, c'est le Ségur, c'est la prime du feu. Et ces décisions, elles se sont prises de façon unilatérale. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aurait pas prises ensemble. Ça veut dire qu'on attend une autre façon de prendre ces décisions et que la méthode de dire on va être dans la co-construction, dans la concertation, ça ne se décrète pas, mais ça se fait au quotidien. Puis j'évoquerai la question de la loyauté, c'est-à-dire qu'on soit d'accord qu'à un moment donné, quand on pose des questions financières, on peut être gagnant à un moment et perdant à un autre, qu'on regarde les recettes, mais qu'on regarde aussi les dépenses et qu'on ne laisse pas les collectivités dans des difficultés. Donc, je crois qu'il y a aussi la question du respect, du souhait d'autonomie des collectivités. Et puis, c'est inscrit dans la loi et de le retrouver, ça veut dire que globalement, je pense que les départements, ce contrat de Cahors, ils l'ont mal vécu. Et le futur, parce que j'entends qu'on va être soumis à une deuxième version, alors encore plus énigmatique, parce que c'est un pourcentage par rapport à l'inflation qu'on ne connaît pas, et donc vous voyez la difficulté de construire. Donc si on parle des enjeux, je pense que stop à l'infantilisation, il faut arrêter les décisions qui sont prises à Paris et qui s'imposent sur les départements de façon autocratique, je dirais. Quand elles sont concertées, c'est très différent. Et c'est un peu le stop, je dis, et tu payes en département. Et qu'on soit sur de l'écoute et puis de la construction ensemble. Mais ça demande de dépasser déjà une posture qui pourrait être simplement une posture d'annonce et politique. Merci, Madame Tecky. On va passer, après l'Ariège, par l'Ille-et-Vilaine et par le Cantal, avec des départements différents, des natures différentes, grandes villes évidemment, mais aussi ruraux, tous les deux. Alors, Président Chenu, vous vouliez déjà rappeler ce qu'a dit de manière très nette le Président Poiret. Sortons de cette idée reçue. Dès son discours d'ouverture, le Président le Sauvadet, on n'est pas riche, même si pourtant chômage en décroissance, et puis de bons droits de mutation récents. Oui, je pense qu'il est important, c'est une volonté partagée, de travailler à une relation de confiance. Mais aujourd'hui, on se dit que le chantier du rétablissement de cette confiance, c'est un chantier où il y a des marges de progrès, on va dire, assez conséquentes. Alors identifions-les. Oui, déjà, je pense première nécessité, le président Poiret l'a dit, et monsieur le ministre, vous avez apporté un commencement de réponse, partager le diagnostic. Parce qu'effectivement, cette petite musique sur la bonne santé financière des collectivités locales, en général, et des départements, ne correspond pas à une réalité. Alors, je pense qu'il y a deux biais. Un, on se base sur les derniers comptes connus, les comptes administratifs 2021, mais n'oublions pas de dire qu'ils faisaient suite à une année 2020 de très forte dégradation, et que l'on rebondisse après une dégradation, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est l'opulence à tous les étages, et beaucoup de départements avaient perdu 30 à 40% de leur épargne nette en 2020, dépenses sanitaires, flambée du RSA. Donc, retour plutôt à une normalisation. Second point, regardez les deux colonnes, dépenses et recettes, mes collègues l'ont dit, je pense que c'est nécessaire. Et puis, dans le bâtiment, on dit parfois quand le bâtiment va, tout va. On ne peut pas dire quand les DMT vont bien, tout va bien. Nationalement, les DMTO, c'est à peu près 20% des recettes réelles de fonctionnement des départements. C'est important, mais ça veut dire que 80 autres %, c'est autre chose. Et puis, la dynamique des choses, parce que, et là aussi, monsieur le ministre, vous l'avez évoqué, 2022, nous le savons tous, nous aurons des situations déjà dégradées. Le Ségur, l'avenant 43, le point d'indice, le RSA, ces mesures-là n'étaient que sur un effet 6 mois cette année. Ce sera 12 mois l'année prochaine. Déjà, les 6 mois cette année, on évalue, on a croisé, je dirais, toute sensibilité confondue, nos situations. C'est au moins 2% déjà de dépenses réelles en plus. L'année prochaine, mécaniquement, ce sera entre 4 et 5 parce qu'il y aura le choc énergétique qui nous a relativement peu encore impacté cette année parce que beaucoup de contrats étaient sécurisés. On les aura effet année pleine. Alors, l'inquiétude que l'on a aussi, c'est quand on a le
discours sur notre contribution au redressement des comptes publics. Sur le principe, oui, mais pour la part qui nous concerne, parce qu'il y a des éléments qui s'imposent au niveau national, européen, et là on entend que ce ne sont pas des décisions locales. Mais je vais juste donner un exemple. Ce sont des choix politiques qui ont été faits, ils ont leur légitimité, mais qu'on ne nous demande pas, nous, d'apporter les mesures compensatoires, parce qu'on peut créer des déficits par des dépenses, on peut parfois aussi le faire en supprimant un certain nombre de ressources. Hier, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais notre collègue qui parlait d'un grand plan autonomie-dépendance, selon les variations, je crois qu'on évalue à 9 à 12 milliards. Eh bien, la suppression de la taxe d'habitation et ses compensations, c'est 24 milliards de capacités d'action publique qui ont disparu. On compense, mais c'est bien financé par l'État, cette compensation. Donc là, nous associer finalement à ce rétablissement du fait d'une non-recette, on aura la CVAE, on a la redevance, c'est 40 milliards au moins de ressources publiques qui disparaissent, et là, ce n'est pas de notre fait. Alors, Président Faure, le Cantal, une autre dimension aussi, double peine, au fond, pour les départements plus modestes dans leur budget et qui, finalement, doivent payer des choses que les autres ne paient pas forcément. Le Cantal, le rural. Oui, dans les départements effectivement très ruraux, on a déjà des problèmes de recettes. On parle de DMTO, effectivement. Alors moi, je suis un département où c'est certainement le département où on a augmenté le plus. On fait plus de 50% de progression, mais avec ces 50%, j'arrive à 17,5 millions. Voilà l'impact de ces 50%. Donc sur les indicateurs, il faut faire attention, ceux qui sont pris pour faire des cartes et colorier des départements, parce que les valeurs absolues sont souvent essentielles et ça représente à peine 10% de notre fonctionnement, les DMTO. Donc voilà, en plus dans les départements ruraux, on a une particularité aussi, souvent, et plus on est rural, plus la population est âgée. Et quand elle est âgée, elle bénéficie de l'APA. Et l'APA par rapport au RSA, alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'actifs, donc peu de RSA, mais l'APA n'est compensée qu'aux alentours de 36% par l'État. Alors que le RSA, aujourd'hui, même si ça a largement baissé, c'est compensé à hauteur de 50%. Donc on s'aperçoit effectivement les charges qui incombent sur le département. Et puis, étant très rural, j'allais dire, on n'intéresse pas tout un tas de partenaires sur les infrastructures, la téléphonie mobile. Dans le département du Cantal, on a été obligé de construire une quarantaine de pylônes. Pylône, c'est à peu près 140 000 €. La fibre, le déploiement de la fibre aussi, ça n'intéresse que sur les préfectures. Enfin, les opérateurs ne s'intéressent qu'aux préfectures. Il faut aller dans le rural, et là, c'est la collectivité qui le fait également. Et puis, monsieur le ministre, vous savez que pour arriver à Aurillac, si on veut arriver dans un temps respectable, il faut prendre l'avion, et avion que l'on paye. Avion que l'on paye. C'est-à-dire, vous payez la piste et Non, je paye la piste, mais je paye la ligne aérienne. Alors, ouais, avec un soutien effectivement de l'État, mais la contribution du département, c'est encore 2 millions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur les départements, et ça c'est à peu près l'ensemble des départements, nos dépenses rigides, celles qui sont liées à nos compétences obligatoires, alors d'un département à l'autre, ça peut varier, mais aujourd'hui, je pense qu'on doit être entre 94 et 96% des budgets. Donc nous, on fait partie des 4%. Enfin, il nous reste 4% pour de la politique optionnelle. Mais les dernières décisions de l'État qui ont été prises sur le point d'indice, qui ont été prises sur le Ségur, où le Ségur a réagi, enfin c'est une onde de choc pour nous, puisqu'on est obligé de le mettre à l'ASE, enfin à notre personnel de l'ASE, etc. Lorsqu'on voit les surcoûts sur le SDIS, pour le département du Cantal, c'est un surcoût de 7,5 millions. Et 7,5 millions, ça fait 3,8% de mon budget. Donc, ce qui veut dire que demain, effectivement, je ne peux plus intervenir sur la culture ou le sport. Alors, monsieur le ministre, la première ministre qui nous a rejoint, je crois d'ailleurs, qui interviendra tout à l'heure, donnera des éléments de réponse. Mais qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Si je comprends bien, il me reste 4 minutes pour répondre à la totalité des interpellations qui viennent d'être faites. Donc vous prenez le temps que vous voulez. Vous êtes le maître de cette fin de table ronde. Si seulement. Quelques éléments. Il y a des questions auxquelles je vais volontairement pas répondre parce que ce serait la preuve que je fais le contraire de ce que je dis. Si vous me demandez quelle décentralisation vous voyez alors que je vous explique que le sujet c'est qu'on se mette autour d'une table pour que chacun explique ce qu'il souhaite et que moi je suis en avance de phase en vous disant voilà ce qu'on va faire, je retombe dans le travers d'une forme d'infantilisation qui consiste à laisser penser que ce serait à l'État de dicter la manière dont les choses se font. Donc d'abord, je reprends les propos du président de l'Ille-et-Vilaine. Notre sujet, c'est 1,
sur le diagnostic. De ce point de vue, il y a des choses que je partage profondément et depuis longtemps. Il y a des écarts de richesse objectifs entre collectivités qui sont considérables, en particulier entre les départements du littoral et les départements de l'intérieur, parce que la poussée des DMTO n'est pas la même. Et il y a surtout une décorrélation entre les dépenses et les recettes qui est très spécifique à cette strate. Globalement, plus la population d'un territoire est pauvre, plus les dépenses sont élevées et plus les recettes sont faibles. Et plus la population est riche, et plus les recettes de la collectivité départementale sont élevées et les dépenses sont faibles. Donc on a une sorte d'effet de ciseaux permanent et de décorrélation. Je ne peux pas accepter le mot ultralibéral parce qu'il faut quand même qu'on regarde d'où on vient et ce qu'est notre pays. Et accessoirement, l'architecture des départements, elle est à peu près continue depuis 40 ans. Il y a eu des départements, il y a eu des gouvernements de gauche et de droite qui n'ont pas remis en cause ce modèle. Je ne crois pas que l'ultralibéralisme, ce soit le poids des dépenses sociales, ce soit les niveaux de couverture que nous avons. Je pense qu'on souffre plutôt d'une insuffisante liberté des collectivités départementales dans la capacité de mettre en œuvre les choses. Plutôt que de différenciation, je préfère parler d'autonomie. Je ne vais pas prendre un exemple au milieu de tout ça, parce que je pense que c'est global et que, par exemple, les routes, ce n'est pas le bon exemple. La vérité, c'est qu'il y a des territoires qui ont les moyens, mais qui peuvent considérer qu'ils ne souhaitent pas le faire ou qui s'inscrivent dans une stratégie avec la métropole ou avec la région qui peut être différente. Et il y en a qui peuvent avoir des attentes en termes de prise de compétences qui ne sont pas là, où l'État l'imagine, ou l'attend, et qu'on aurait un intérêt à avoir, dans un certain nombre de domaines, des départements qui testent des solutions, parce que ma conviction, c'est que les collectivités, elles ont cette richesse d'être suffisamment nombreuses pour pouvoir explorer des chemins qui, au lieu de faire une loi, un décret, une étude d'impact, permettraient d'avoir un retour d'expérience sur la manière dont ça fonctionne. Les contrats de Cahors, bien sûr qu'il fallait les arrêter. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant dans ce ministère. C'est d'expliquer qu'on allait cesser la signature d'un contrat individuel pour passer à une logique de confiance. C'est la façon dont on a travaillé avec François Sauvadet. On a une obligation européenne qui est de montrer comment, pour ne pas avoir une explosion des taux d'intérêt de notre dette, on imagine une trajectoire de retour à l'équilibre. Pour contenir cette trajectoire à l'équilibre, il faut qu'on explique comment on y parvient, que les choses soient complexes à comprendre, je le comprends. Mais l'idée de dire qu'il faudrait que les dépenses des collectivités, toutes strates confondues, augmentent de 0,5 de moins que l'inflation et donc n'augmentent que de 24 milliards sur les 5 prochaines années, c'est ce qu'il y a dans la loi de programmation. Sauf qu'on a retiré les allocations individuelles de solidarité, qui ne compteront pas dans la trajectoire, ce qui me semble moral et honnête, puisque vous n'avez pas la main dessus. Mais par le passé, au moment des contrats de Cahors, malgré le fait que ce soit honnête, eh bien, c'était dedans et on vous reprochait, entre guillemets, de ne pas tenir des dépenses sociales sur lesquelles vous n'aviez pas de prise. Ça a disparu. Ensuite, on analyse à l'échelle de toute la strate, de toutes les collectivités. On ne le fait pas collectivité par collectivité. Et si on a une collectivité qui, si la tranche départementale devait dépasser cette moyenne, était au-dessus à titre individuel, on irait regarder de manière spécifique s'il y a des raisons qui permettent de l'expliquer avant d'imaginer une trajectoire de retour à l'équilibre. Donc on n'est absolument pas sur les logiques dans lesquelles on était, qui étaient infantilisantes, qui étaient moralisatrices et qui consistaient en substance à dire tu vas aller signer chez le préfet un truc pour dire qu'à partir de maintenant, tu vas bien gérer. Comme si les collectivités départementales n'étaient pas bien gérées et comme s'il était nécessaire de mettre en scène le fait que l'État avait des leçons à donner dans ce domaine, ce que sincèrement, je ne crois pas. Alors, ensuite, pour aller vite, puisque une autre que moi aura des choses à dire, mais sur les ressources, le deal sur lequel nous sommes, le mécanisme de compensation de la CVAE, il sera gagnant pour les départements. Parce qu'on va supprimer un impôt qui augmentait en moyenne de 2,5 par un impôt qui augmente en moyenne de 3,5. Ça n'était pas le choix initial de Bercy que la compensation se fasse sur une fraction de TVA. Et ça a fait partie de ce que l'ADF a obtenu dans le cadre de ces discussions, de ce qu'elle a demandé et de ce qu'elle a obtenu, et sans territorialisation, pour que ce soit la dynamique globale nationale qui se répercute sur chaque territoire de manière à ce qu'on évite d'aller creuser des écarts de richesse. Donc, puisque je dois conclure, malgré le fait que j'aurais adoré poursuivre cette discussion avec vous, je vous donne rendez-vous ou à Roclore ou à l'ADF pour qu'on fasse en sorte de prolonger ces discussions
non seulement ma porte est ouverte, mais ma volonté qu'on puisse faire en sorte d'améliorer les relations entre nous, elle est dans la feuille de route qui m'a été confiée par la Première ministre. Et je vais être comme vous, particulièrement attentif au fait désormais de pouvoir l'accueillir et entendre ce qu'elle a collectivement à nous dire. Merci de m'avoir invité. Pardonnez-moi du caractère trop sobre de cette fin de table ronde. Mais je vous dis à très bientôt et je vous redis à la fois mon attachement et ma conviction qu'avec les départements, on peut faire plus et mieux tous ensemble. Le ministre Béchu, vos collègues, merci, monsieur le ministre. Merci, madame, messieurs.